school. C'est pas grave, on parle toujours avec envie. Donc le leitmotiv de cette vidéo, ça va être comics indépendants, Big Two, manga, et mes belles éditions que j'ai pas pu présenter la dernière fois, dont je suis très fier, et mes comics VO, surtout mes comics VO parce qu'ils ont une importance toute particulière, car la spécificité de ces comics, c'est que, en fait, j'ai l'ensemble d'une série qui est pas commun, et peu commune ou pas commun, et sur un seul personnage. Tout ça, en l'espace de 3 mois, j'ai réussi à avoir tout un personnage, donc je suis assez fier. Donc voilà, ça c'est en quasiment 5 mois de collection de VO, j'ai réussi à avoir ça. Donc là, mes Urban Nomades, mes mangas. En fait, je vais vous montrer pour les plus impatients de la vidéo à quoi ressemble ma collection. Comme ça, vous êtes rassasiés pour vos yeux. Voilà. Donc là, mon coin indépendant, mon coin Big Two. Attention, faut que je déconne pas avec la vidéo. Parce que si ça déconne encore, ça va me faire un peu chier. Que mes mangas, mes mangas indépendants. Je fais des erreurs. Mes mangas old school. Je suis très old school. Pourquoi? Parce que mon père m'a fait grandir dans les années 80-90 à travers le club Dorothée. Pour ceux qui se demandent, j'ai 23 ans. Donc j'ai pas forcément connu cette époque de manière physique, donc réelle, mais j'ai connu cette époque à travers mon père. Donc les cassettes, les enregistrer pour pas qu'on on soit niqué sur le film pour en plein milieu de devoir rembobiner. Donc j'ai connu cette époque. Donc là, je vais me concentrer sur les Wolverine parce que souvent, j'ai l'impression, quand je regarde ma collection, que ça a l'air tout petit. Je trouve que c'est un peu caché, alors que, l'air de rien, bah, y a quand même tout Wolverine. Sans déconner, il y a tout depuis 89 et j'ai la première série de 82 par Frank Miller. Cette fois-ci, je me tromperai. Mark Millar, putain. Non, Frank Miller. Frank Miller, oh, j'ai failli me retromper. Frank Miller. Et je sais plus qui au scénario. Je ne sais plus. Honte à moi. Je ne sais plus. Oh, je sais plus. Mais enfin, de 82 par Frank Miller. Tout jusque... là, vous le voyez pas, mais Day of... X of Death... X of Life ou X of Death qui clôture le run de Hickman sur les X-Men, sur les 10 morts et les 10 vies de Wolverine. Donc j'ai tout. J'ai quasiment tout. Allez, on va pas dire que j'ai tout. Allez, à 5-6 comics près, j'ai quasiment toute l'histoire de Wolverine parce que j'ai pas forcément tous les hors-séries. Par exemple, sur Daken, sur le Wolverine hors-série 1, j'ai pas forcément tout. Mais sur l'histoire principale, j'ai tout. Donc là, vous avez, je le ressors pour la 4ème fois, les Wolverine Semic, Lug. Je sais plus si c'était Lug à l'époque. Là, je sais plus. Semic France. Donc c'est ceux de Semic, c'est les premiers Semic à mon avis. Attention, faut pas que je me foire. Ça me ferait un peu chier. Donc là, je vais vous montrer les dessins. Qui sont, je trouve, magnifiques. Dessinés par John Buscema. Je suis extrêmement fier de posséder ça. En fait, c'est Panini. Bah, à la base, c'est Semic en 89. Puis, c'est Marvel France, qui rachète les droits de Marvel à Semic. Donc à partir du numéro 44, c'est Marvel France qui édite Wolverine, jusqu'au numéro 209 pour la première série. Après, on voit Panini, on les connaît, ils font des relaunchs. Donc ils font 4 relaunchs. La V1 du numéro 1 au 209, la V2 du numéro 1 au 12, la V3 du numéro 1 au 12, la V4 du numéro 1 au 24. Ça c'est avant Secret Wars. De Secret Wars, vous avez les numéros 1 à 5 de Old Man Logan. Après, vous avez les numéros 1 à 7 de All New New Wolverine. Après, ça a été dans X-Men, All New X-Men, All différents X-Men, Wolverine, pour les Old Man Logan. Après, vous avez donc le retour de Wolverine, donc dans la période Legacy. Puis vous les avez dans les Dawn of X, Reign of X aussi. Donc voilà. Donc je suis très fier. Donc de posséder. Donc là je vous montre un petit angle de vue. Alors je suis très fier de posséder mes Spider-Man. Alors je fais attention à la luminosité. Hop. Voilà. C'est un peu orange, désolé. Mais c'est visible. Donc là vous avez une fierté que j'ai eue il y a un an, à peu près un an.
change de bras. Alors, c'est les sémiques du numéro 1 à 23. Je les ai eus il y a un an. J'ai cherché pendant des années, sincèrement. Je crois que c'est une des séries les plus compliquées à choper. Pour les plus collectionneurs, je ne sais pas si pour vous c'était dur à avoir pour ceux qui l'ont eu, à part ceux qui l'ont eu acheté à l'époque, mais pour les gens comme moi qui n'ont pas grandi à cette époque-là, je trouve qu'ils font partie des séries les plus dures à choper. La V1 de Spider-Man du numéro 1 au 36, donc là vous avez la guerre des clones. La saga du clone, je suis à fond sur Star Wars. La saga du clone avec Scarlet Spider-Man, le Chacal, et tout ce qui s'ensuit. Donc ça c'est en 36 numéros. C'était déjà avant chez Semic France. Donc là, je ne saurais pas vous dire si c'est compliqué. Ouais, pour moi, je sais que c'est compliqué à choper, mais je connais pas réellement la valeur parce que moi, je l'ai été à Strasbourg, parce que je vis à Strasbourg à l'époque. J'ai vécu 3 ans là-bas, donc je vivais en caserne et cherchais des comics. Et à Strasbourg, il y en a plein. Il y a 3 grandes boutiques de comics. Principalement, et il y en avait une à la rue de la Pucelle, pour ceux qui vivent à Strasbourg ou qui s'y intéressent. Donc rue de la Pucelle, il y avait un monsieur qui vendait de l'occasion, et souvent je lui demandais est-ce que vous avez Spider-Man volume 2 et tout, parce que c'est une des séries que je voulais le plus savoir en fait. Donc j'ai demandé, il avait un, il me l'a fallu, parce que j'avais réussi à avoir la V2. Je demande, monsieur, vous avez Spider-Man V1? Il me fait ouais. Je fais, je vous le prends tout de suite, monsieur. Donc j'ai eu extrêmement de chance de l'avoir, de le posséder, parce que je me doute fortement que c'est extrêmement compliqué de se la choper. Sincèrement, je pense que c'est vraiment dur à se la choper. Donc numéro 1 au 36, le V2 du numéro 1 149, ce qui fait que c'est la troisième série la plus grande de chez Panini, qui est vraiment Panini a édité. La deuxième plus grande, c'est les X-Men, donc en 169 numéros. C'est la deuxième plus grande de chez Panini. Donc là, vous avez vraiment tout. Spider-Man depuis 32 ans. Donc de 91, parce que ça c'est de 91 jusque là. Les Marvel Comics. Attends, je vais vous mettre... Hop. Voilà. Ce sera peut-être un petit peu mieux. Donc... tout. Oh putain. Pardon pour cette grossièreté. Alors... J'ai fait tomber un de mes Legos, j'ai eu peur. Là, j'ai un passif avec mes Legos qui tombent. Pour ceux qui font des Legos, c'est la pire crainte, je pense, de faire tomber ces Legos. Et moi, c'est arrivé 2 fois, donc dès qu'il y en a un qui tombe, je pleure. Alors, donc là, vous avez les Marvel Comics, sont tous en collector. Pourquoi en collector? Parce que j'aime les variants de cover. Et c'est une des rares séries que j'achète, donc je me suis dit, autant avoir des belles covers. Bon, c'est dommage que c'est pas en dur, hein. Mais bon, j'aime bien le souple. Donc je suis assez fier. Dans cette revue de kiosque, soft cover, comme vous voulez, moi je dirais kiosque par habitude. Vous avez donc les Spider-Man, vous avez les Avengers Forever, vous avez Thor de Donny Cates qui suit donc la revue Avengers Universe. Voilà, donc ils avaient de temps en temps quelques séries Iron Man, c'est entrecoupé. Bon, c'est pas tip top, c'est surtout une revue Spider-Man. Donc là, une belle cover de Monsieur Garcin en VO. Très content de la posséder. Je l'ai acheté à la Comic Con aussi. Qu'à choper. Donc les Spider-Man Extra. Alors pour ceux qui savent, c'est extrêmement dur à choper. Pourquoi? Parce que c'est une série très très ancienne et très obscure. Il n'y en a pas eu énormément. Et j'en ai vu qu'une offre sur 4 ans. Bon, je l'ai pas cher en plus, donc tip top, 60 €. Avec moi, il n'y aura pas de souci de transparence. Hein. Je vous dirai tout à quoi j'ai eu, où j'ai eu, pour ceux que ça intéresse, pour donner une certaine notion de ce que ça vaut, quoi, pour les plus intéressés. Donc c'était sorti en 97 de mémoire. Faut que je vérifie. Voilà, mai 97 pour le deuxième, donc ouais, 97 pour le premier. C'est toutes les histoires annexes, donc extra de Spider-Man, et dedans vous avez quand Spider-Man change d'identité, qui passe pour The Hornet, Dusk, Golden, je sais plus quoi, quand il devient quand il a un costume doré, vous avez tout ça, ça s'appelle crise d'identité. Voilà, j'ai le numéro 2. Là vous avez The Hornet, c'était incroyable, je trouve. Donc voilà, c'était en 23 numéros. À partir de là, qui fait suite, c'est les Spider-Man hors série. Qui sont, par contre, eux, ils sont en 36 numéros.
super, c'est vraiment à posséder quoi. Vraiment, sincèrement. Par exemple, le numéro, attendez, 23. Attends, faut que je regarde, pardon. Celui-là, donc, j'arrive pas à lire, attendez. House of M 22. Donc pour le numéro 22, pour ceux qui s'y intéressent, en fait c'est la série qui était sortie pour House of M, donc les tie-ins sur Spider-Man. Et en fait c'est une histoire super cool. En fait c'est dans House of M, tous les mutants, c'est principalement des mutants et très peu d'humains. Et Spider-Man, à la base c'est pas vraiment un mutant, il s'est fait mordre par une araignée. Il a toujours dit qu'il était un mutant et à un moment il le dit que bah non en fait ses pouvoirs il tient d'une araignée, donc il n'est pas vraiment un mutant de souche, donc il est plutôt considéré comme un super humain plutôt qu'un mutant, et donc il va dégringoler sa cote et il va devoir lutter contre ses ennemis parce qu'il se rappelle de quelques souvenirs de son ancienne vie, un peu comme Wolverine, mais lui il se rappelle de quelques bribes alors que Wolverine de tout. Et il tient un journal et c'est super intéressant. Franchement, les tie-ins de Spider-Man, de Vif Argent sont vraiment à lire pour House of M. Franchement, c'est vraiment à lire. Là, vous avez les Spider-Man Universe, donc vous avez tout le run de Rick Remender sur Venom en 42 numéros de mémoire. Vous avez donc entrecoupé de l'event micro... Attendez, faut que je m'en rappelle. Minimum Carnage. En gros, c'est quand Carnage, il va dans le mini-verse. Non. Oh, je sais plus, quand c'est tout petit. Et il risque de chambouler l'univers par sa présence. Donc vous avez déjà les prémices de Absolute Carnage, entre guillemets. C'est un event entre Scarlet Spider-Man et Venom que j'avais lu quand j'étais petit. Quand je dis petit, je devais avoir 13-14 ans. Parce que j'ai commencé les comics quand j'avais 4 ans, en août 2004, dans le collection image numéro 19. C'était Hulk et The Darkness. C'est mon premier comics de mémoire. Peut-être pas le premier, mais de mémoire, c'est le premier que j'ai acheté avec l'argent de mes grands-parents et tout. Donc de mémoire, c'est celui-là. Ah, je me suis fait mal au pied. Donc là, vous avez donc tout le run de Rick Remender. Donc là, petite particularité, les 10 Avengers of Conan. Ah, je suis trop fier de... Je l'ai dit sans me tromper, parce que dans les anciennes vidéos, je m'étais trompé. Donc l'histoire particulière, c'est que j'ai fait Strasbourg, Thouars, Lille, à peu près 1000 km. Pour 500 €, le monsieur me les avait demandé j'avais demandé de les garder. Il me les a gardés, j'étais le voir à Thouars. J'ai passé une nuit en maison d'hôte, 50 kilos aller-retour, ils m'ont conduit à la gare. Donc la vraie problématique c'était d'amener ces comics-là de la gare Montparnasse à la gare du Nord. Pour ceux qui sont un peu de Paris, c'est une vraie galère parce qu'en fait, c'est pas une vraie galère, mais pour ceux qui savent pas trop, c'est un peu une galère parce qu'il faut passer par tel métro, faut changer et après il faut finir à pied parce que vous devez sortir à... Je sais plus si on sort à gare du Nord ou gare de l'Est, je ne sais plus, enfin bref. Faut faire un changement pour aller à la gare du Nord et faire un changement avec 50 kilos dans les bras, c'est chiant quoi. Donc je suis assez fier parce que je l'ai eu à moins 50%. La fresque du numéro 1 au 115, vous avez pour 1500 €. Moi je l'ai eu pour 780, 500 € du 1 à 75. J'avais trouvé une annonce par magie ou par talent, je ne sais pas. Un peu des deux peut-être. Du 77 au 115 pour 280 €. J'ai été assez fier. Sincèrement de tout posséder, j'ai pas tout lu mais j'en ai lu pas mal, voilà. Là la fresque Star Wars donc, que j'ai été les chercher de Lille à Soliès-les-Ponts à 50 km de Marseille, le monsieur me les avait réservés, j'avais demandé de me les garder, je le rassurais, on avait choisi un jour de la semaine, par exemple le jeudi, et donc je le rassurais, je lui montrais mes billets de train et tout, et je vais les acheter. Je dis monsieur, ouais, ça serait gentil, merci, c'est gentil. Donc je savais pas où il y a des hôtels, le monsieur il fait si et tout. Donc je fais super, merci. Et le monsieur me fait, vous allez galérer et tout. J'ai fait, ah oui, 70 kilos, ça va être une galère pour rentrer à pied à la gare, vu qu'il est à 5 km l'hôtel. Et il me dit, ouais, il n'y a pas de problème, j'irai vous chercher. Donc monsieur, une crème, il est super gentil. Donc du numéro 1 au 119. Je suis trop fier de posséder ça. Après j'ai acheté en complémentant sur internet Le Bon Coin et le site officiel d'Hachette pour acheter les derniers numéros. Parce que j'ai une maladie, c'est la collectionnette aiguë. Je n'aime pas avoir des trous. J'ai quelques séries, je crois que j'ai compté, j'ai 8 ou 9 séries où j'ai des trous. Ça me... je suis un peu comme ça. Mais bon.
c'est pas trop grave. Donc là, en gros, Star Wars, ça se découpe du Legend, donc de 91 à 2014. En fait, c'était Dark Horse qui possédait les droits de Star Wars. Donc là, vous avez, je vais vous montrer, parce que c'est bien beau de montrer ce que j'ai, mais si je vous montre pas les dessins ou quoi que ce soit. Donc là, vous avez la genèse Jedi, donc il y a moins 25 000 ans, donc les premiers Jedi, avec la race extraterrestre qui avait vraiment mis à mal les prémices Jedi, les premiers utilisateurs de la Force obscure. Donc, en fait, ça se découpe comme ça. Donc, la genèse Jedi, la légende Jedi, donc ça s'appelle légende Jedi, mais c'est sur les Jedi noirs, donc les prémices des Sith encore. Après, vous avez les KOTOR, donc Knight of the Old Republic, les Chevaliers de l'Ancienne République, qui est super bien. On suit de mémoire, un Padawan extrêmement mauvais, mais qui a un talent particulier qui fait que il est nul, mais je crois qu'il a une chance incroyable. Et ensuite, donc les guerres mandaloriennes, toute cette période qu'on n'a pas trop connue. Donc là, ça s'appelle la Haute République, cette période-là en moins 1000. Et ça couvre jusque la menace fantôme. En gros, c'est la chute de la République à cause de Palpatine, qui se situe dans là. Donc, Clone Wars. Oh putain, je suis trop fier de moi. J'ai pas eu le numéro 1, mais ouais, c'est ça. Donc là, vous avez les Clone Wars qui sortent en édition Panini, là, vous savez, les gros tomes, là, qui sont intéressants en termes de prix. Bon, je vous conseille, Clone Wars, c'est... Surtout, alors, si je devais vous conseiller des lectures Star Wars, je vous conseille du Légende, qui font un peu canon, on va pas se mentir, je vous conseillerais pas du Légende pur, mais pour moi, du Légende que je considère toujours moi comme canon, la Genèse Jedi, que je vous conseille ardemment à lire et à relire, Clone Wars, qui pour moi sont canon, même si ils veulent pas, mais pour moi c'est toujours canon à mes yeux. Légende Jedi, je vous conseille pas trop. Pourquoi? Parce que moi je vous conseille parce que c'est une très bonne lecture, mais les dessins sont un peu anciens, ça peut rebuter certains. Les couleurs sont un peu criardes, mais moi j'aime bien. Je vais vous montrer parce que c'est bien beau de parler si je vous ne montre pas. Voilà. Alors les dessins sont magnifiques là. Je dis pas que c'est pas moche non plus, hein. Mais voilà, ouais, c'est un peu, comment dire, monochromatique, on va dire. Il n'y a pas extrême, c'est pas varié, c'est très terne dans le sens où c'est toujours les mêmes couleurs. On se croirait c'est mieux colorisé entre guillemets dans les années 60-70 que c'est mieux colorisé maintenant que dans les années 60-70, mais c'est un peu la même thématique que c'est des grosses couleurs qui sont pas par teinte, mais surtout par bloc en fait. C'est ça que je voulais dire. C'est en gros par bloc. En fait, c'est pas varié. Regardez, c'est rose et c'est full rose. C'est la même couleur et c'est pas varié comme on peut voir dans les comics un peu récents. Donc ça, je vous conseille la Légende Jedi, Knight of the Old Republic. Je vous conseille Legacy, donc sur la descendance de Skywalker. C'est super intéressant. Donc là, à partir du tome 116, vous avez les originaux, donc ceux qui sont sortis après le film ou pendant le film, entre guillemets. Vous avez un comic bien spécifique qui s'appelle Crystal Kyber. Alors pourquoi il est spécifique? Merde, je regarde la vidéo en même temps que je le prends. Alors c'est Clone Wars, tu vois. Scheiße. Donc c'est celui-là. Voilà, Crystal Kyber. Pourquoi il est intéressant? Il est intéressant, c'est parce qu'en fait c'est la suite directe du 4, parce qu'en fait ils savaient pas si ça allait marcher ou non, et ils se sont dit tiens, on va quand même le sortir pour savoir quelle était la vision de George Lucas sur et ça a marché. Il y a eu Star Wars l'Empire contre-attaque, et on connaît ce qu'on connaît maintenant. Là vous avez le canon de Star Wars, donc de 2015 à 2019. Vous avez donc Dark Vador, le Dark Vador, le Seigneur Noir des Sith, Dark Vador abattu. Vous avez Star Wars, les deux premières séries en 25 numéros. Donc là, vous avez à peu près 4 ans de Star Wars canon. Assez fier de posséder. Ouais. Donc là, on va se concentrer sur les DC. Alors, les DC, alors pareil, j'ai une fresque qui est magnifique. Bon, je l'ai pris aussi. Je l'ai pris principalement pour avoir quelque chose de stylé. Là, je vais pas mentir. Les autres, je les ai pas pris pour que ce soit stylé. Même si c'était pas la principale raison. Alors que là, c'est l'inverse. Là, c'est la principale raison pourquoi je l'ai prise. Parce que j'avais pas énormément de comics d'ici. Donc je me suis dit, comme j'en ai pas beaucoup, autant faire un truc classe. Après, j'ai acheté les kiosques, parce que le kiosque est le format que je préfère. Et donc, j'ai acheté cette fresque pour 400 € au lieu de 800, pardon. Il y a 65 numéros, donc normalement la première série elle s'arrête du numéro 1
au 60. Continué, ça a continué jusqu'au numéro 140. Mais là, j'ai assez de numéros pour finir la fresque, entre guillemets, avec Cheetah. En fait, parce que normalement, ça fait Green Lantern, Sinestro, Flash, Captain Cold, Aquaman, Black Manta, Superman, Bizarro, Batman, Joker, Wonder Woman, Cheetah. Donc là, en fait, vous avez tous les récits un peu primordiaux de l'univers d'ici, en tout cas qui en fait ce qu'est d'ici. Donc vous avez pour Batman Silence. Et le truc cool que j'ai avec Batman, c'est que j'ai tout Batman, entre guillemets, à quelques récits près, bien évidemment. Tout Batman sur 13-14 ans. Pourquoi ? Parce que Batman Silence, ça fait du numéro 608 à 620. Pourquoi ? Parce que c'est 12 numéros, donc de temps en temps. Vous avez la suite Cité Brisée, qui fait du 621 à 625. Et après, vous avez dans les kiosques du 626 jusque 800, jusque Rebirth, quoi. J'ai les 12 premiers tomes de Batman Rebirth, après j'ai plus. Mais voilà, entre guillemets, pour vous dire ce que je possède en DC. Vous avez les DC Universe en 65 numéros. Vous avez les DC Universe hors série en 23 numéros. Dedans, vous avez donc l'event Final Crisis qui fait suite à il fait suite à Identity Crisis, mais il fait surtout suite à Infinity Crisis. Et il y a beaucoup de Crisis. Mais en fait, j'ai pas l'air, mais en vrai, il y a beaucoup de récits chez DC. Pourquoi ? Parce que j'adore l'univers, j'adore les kiosques, l'univers du kiosque, le fait de lire la préface, la preview, la postface, l'avis du journaliste ou entre guillemets de celui qui fait l'article. Je trouve ça hyper intéressant, le courrier des lecteurs où on pouvait poser des questions, en tout cas à l'époque. Je les posais pas, mais j'adorais lire l'avis des gens. Pourquoi Spider-Man, il a tel costume ? Et on t'explique, non, c'est par rapport à tel événement et tout. Donc je trouvais ça super intéressant de pouvoir voir les questions des gens, les réponses, le fait qu'on voyait que directement on pouvait avoir une relation avec l'éditeur. Je trouvais ça vachement cool en tant que jeune lecteur, en tant que lecteur un peu aguerri. Je dis pas que je suis aguerri, mais j'ai quelques bases. Je trouvais ça super intéressant de pouvoir voir les questions que les gens posaient à directement Panini, qui était anciennement l'éditeur de DC, qui avant c'était Semic. Donc pareil, ils ont racheté les droits, et c'est Urban en 2012 qui ont fait ce qu'est maintenant DC. Si c'est autant connu en France, malgré les films, ou grâce aux films, selon votre vision, c'est grâce à Urban aussi, qui a vraiment popularisé. Voilà. Je suis assez content, donc je continue. Donc vous avez les Superman de 2004 jusque 2006, 2007 à peu près. Pareil pour les Batman. Vous avez donc le début du run de Paul Dini, puis de Grant Morrison, puis de Scott Snyder. Pas tout dans ça, attention. Mais vous avez vous avez tout Grant Morrison, parce que c'est dans... alors c'est un peu compliqué aussi, il faut Batman, après il faut Superman Batman, après il faut Batman Universe, après il faut les Batman Universe hors série, pour avoir entre guillemets tout le run de Grant Morrison et ce qui va suivre sur Scott Snyder. Donc c'est déjà quelque chose de super intéressant. Après vous avez Flash Rebirth, donc la renaissance de Barry Allen suite à l'événement Crisis on Infinite Earths dans le numéro 8 où il meurt. Il meurt au numéro 8. J'ai fait mes devoirs. Oui. Il est même né dans le numéro Flash 123 avec Jay Garrick. Non, j'arrête. Je blague. C'est vrai ce que je dis, mais c'est pour rigoler que je le dis. Donc vous avez Flash Rebirth qui, pareil, c'est un bordel pour lire Flash. J'ai pas tout, mais j'en ai pas mal. Donc voilà. Donc là vous avez tout ce que j'ai sur DC, mes petits Lego dont je suis très fier. Donc là. Alors on fait quoi ? On fait ça ou on fait ça ? Je vous laisse décider. Vous me le dites en commentaire. C'est le mec trop con. Alors, est-ce que je vais baisser ça pour pas que j'ai de retour de lumière. Hop là, ça va être plus simple. Donc là, vous avez mes X-Men. Donc X-Men Semic, je les ai déjà présentés, mais je vais passer vite fait, on sait jamais. Donc numéro 1 au 25 chez Semic, numéro 1 69 chez Panini. Les différents volumes. Alors petite spécificité par rapport à l'autre fois, j'ai des CGC et surtout j'ai complété ma collection de X-Men. Ouais.
j'ai complémenté ma collection de X-Men, j'ai réussi à tout avoir. Je suis aux anges, vraiment. J'ai tout. Sincèrement, j'ai tout de 91 à maintenant, donc une grosse fierté, vraiment une très très grosse fierté. Donc j'ai réussi à avoir les Marvel Legacy, les Fresh Start, ce qui faisait jonction entre Fresh Start et Xbox. Il y en avait que 3, donc faut vous dire que en kiosque, c'est pour quelqu'un qui, entre guillemets, pas néophyte, mais qui est extérieur au monde du kiosque, mais qui se dit mais putain c'est compliqué quoi. Ah oui c'est c'est un peu compliqué quoi. Parce que là ça allait 169 numéros, bah ça faisait beaucoup, mais ça allait. Bon. Après vous avez eu du numéro 1 au 16, puis du numéro 1 au 12, puis du numéro 1 au 30, puis du numéro 1 au 13, puis du numéro 1 au 4, puis du numéro 1 au 8. Après vous avez du numéro 1 au 7 avec Legacy, du numéro 1 au 11, puis du numéro 1 au 3. Et après vous avez enfin Xbox qui est maintenant plus clair pour ceux qui voulaient lancer dans le kiosque. Vous avez numéro 1 au 4, puis Dawn of X, puis X of Sword, puis Ten of Sword. Moi je dis X of Sword, certains disent Ten of Sword. Enfin bref, moi je dis X of Sword, c'est plus simple. Vous avez Reign of X, mon petit CGC signé par Pario. Je ne connaissais pas Pario, mais il a un dessin sublime sur Bloodshot. Alors moi, là, une récurrente chez les CGC, c'est minimum Virgin Cover. Pour moi, le comic c'est un art, le 9ème, mais comment dire, un CGC c'est un objet de collection, donc faut que ça pète à l'œil. Et je trouve que le Virgin Cover est la manière le plus fort symboliquement de représenter vraiment de manière artistique la vision qu'a le dessinateur et l'auteur du personnage. Je trouve que le Virgin Cover pour moi c'est une vocation qui est artistique purement, et donc pour moi le top du top, vu que je le vois comme un objet d'art, même si pour certains c'est pas de l'art, mais un objet d'art, je trouve que le CGC sublime entre guillemets le CGC, ce qui fait que pour moi le CGC est la manière ultime de consommer un Virgin Cover. Voilà. Après ces brèves mots, hop. Voilà, vous avez... en vrai, je suis vraiment content, quoi. Vous avez donc le CGC Alien, la Queen Alien, donc Alien Queen, donc la Reine Alien. Je suis content. Pareil du Virgin Cover. Bon, c'est des comics que je paye assez cher. Hein. Par exemple, ces deux-là, enfin, celui-là et celui-là, parce que je vais me mettre d'un certain angle pour que vous voyez super bien. Ça, je les paye par exemple 90€. Bon, c'est un peu cher, mais ça va, ça va. Bon, hormis les CGC VO, et les VO, et quelques récits du style Sin City de Frank Miller, je n'ai jamais subi à la spéculation, mais comme la CGC de base c'est un produit qui spécule, je ne peux faire autre que marcher dans la spéculation. Mais sinon, hormis ces deux médias là, je n'ai jamais tombé dans la spéculation. J'ai toujours acheté mes comics d'occasion minimum moins 30%. Parce qu'un bien d'occasion, une fois qu'il est passé du neuf qui passe à un bien d'occasion, on perd 30% de sa valeur. Donc pour moi, j'applique mes cours d'économie à ce que j'achète, quoi. Donc là, vous avez les X-Men Extra qui sont super durs à choper. Du numéro 1 103, les Astonishing, avec un superbe cover d'Alien. Là, vous avez, bon, c'est compliqué aussi. Vous avez les Astonishing X-Men, vous avez les Extreme X-Men, vous avez les X-Men Universe du V1, V2, V3, V4, les X-Men Universe hors série. Donc là, ouais, les Extreme X-Men, les X-Men Révolution, les Maximum X-Men. Vous avez les Génération X qui est sorti récemment en Deluxe. Vous avez les X-Men hors série. Là, vous avez tout ce qui est Ultimate. Donc j'ai Ultimate X-Men. Donc Ultimate X-Men, Ultimate Fantastic Four, Ultimate Spider-Man, j'ai tout. Donc à tout. Les premiers Ultimates. Avant et après Ultimatum, j'ai quasiment tout. J'ai pas après, mais j'ai le meilleur du Ultimate. Donc là, on va passer par mes belles éditions. Alors, là, vous avez les Absolutes. Les Absolutes sont la version ultime de ce qu'on peut consommer en comics. Pourquoi ? Parce que c'est un récit complet, ou entre guillemets complet. Merci. Quand je veux dire complet, par exemple, un event, vous avez tout Avengers vs X-Men, tous les times importants, et c'est à partir d'un certain moment où Panini a dit putain, on va mettre tout, quoi. Donc à partir d'Absolute Carnage, vous avez eu énormément de tie-in pour le même prix. Hein. En fait, ce que vous voyez, c'est un format, donc comme les intégrales, peu importe le nombre de pages, jusqu'à un certain moment, vous verrez, c'était 75€, pour les intégrales, c'est 36€. Et peu importe le nombre de pages, c'est un format qui vaut ce prix-là, donc
Donc quand il y a eu Absolute Carnage, c'était 800 pages pour 75€. Putain, on s'est dit, waouh, c'est trop bien, Panini nous a gâtés. Puis, il y a eu Empire, l'annonce d'Empire. Et on s'est dit, ouais, les Absolutes sont passés de 75 à 130€. Quand il y a eu le King in Black, c'est passé de 130 à 139€. Alors super, c'est de super beaux objets que j'ai, je suis heureux d'avoir, mais par contre je me suis dit, c'est bizarre, le format ultime de Panini, c'est moins cher que des omnibus. Et moi je me suis dit, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais je me suis dit, ah tiens, les omnibus, c'est un peu plus petit, c'est toujours tout aussi prestigieux, mais c'est moins prestigieux que des absolutes. Et ils se sont dit, ah c'est moins cher, donc on va trouver une solution, on va faire genre au consommateur qui va être gagnant, donc on va sortir des doubles absolutes, et on va dire qu'il est gagnant. Et donc on passe de 75€ à 140€. Parce que c'est la version de luxe. Et je me suis fait la réflexion à Empire. Et quand King in Black est sorti, eh ben, j'ai fait la même réflexion, je me suis dit, eh ben, c'est encore plus cher. Donc je me dis, ce que je pense, en tout cas, ça n'a pas été démenti par Panini dans le sens où ils retournent pas sur leur format de base. S'ils retourneront sur leur format de base, je serais heureux de m'être trompé, quoi. Mais pour l'instant, ça va dans mon sens, quoi. C'est plus cher que des omnibus, je trouve ça dommage. Bref, je passe à autre chose. Vous en avez peut-être pas envie d'entendre, ou passer sinon. Donc là, vous avez aussi une petite fierté, pour moi. Ce sont tous les coffrets collector de kiosque édités par Panini. Alors, je vous les sortirai pas, parce que c'est la galère, et c'est fragile. Donc pour cette simple et bonne raison, je ne vous les sortirai pas. Mais je vous les présente de manière orale. Alors, l'intérêt c'est que vous devez suivre un schéma, donc à l'intérieur vous avez tous les numéros qui correspondaient à la boîte, donc vous avez tout. C'est encore plus complet qu'un absolute, parce que Secret Wars c'est sorti en absolute, Original Sin, Axis, et Civil War 2, et Inhuman vs X-Men c'est pas sorti en absolute. Et ça c'est ultra complet, dans le sens où par exemple Secret Wars, c'est une fierté, je me répète mais c'est une très grande fierté, pour la simple et bonne raison qu'en fait vous avez toutes les séries qui sont sorties sur Secret Wars, donc je crois que c'était 44 séries, bah en fait vous avez en fait l'intérêt de Secret Wars c'est que c'est le multivers qui est compacté dans une seule et même terre qui s'appelle le Battle World, et en fait chaque Battle World est scindé en plusieurs segments, parties entre guillemets, et en fait chaque partie a une série sur un ou des héros précisément, et en fait l'intérêt Secret Wars c'est que il y avait une série pour chaque parcelle de terre. Et en fait donc ces boîtes là qui coûtaient cher à l'époque, je les ai pas achetées à l'époque, je les ai achetées il y a 2 ans, et je pouvais pas les acheter à l'époque, 75 balles, non je pouvais vraiment pas. Je les ai eu près du neuf, mais avant que ça cote, avant que je suis sûr que ça allait coter pour Secret Wars, la série de films, sans me tromper, comme ça on est content. Ben je me suis dit il faut que je les achète, et j'ai bien fait parce que ça rend super bien. Donc l'Event Civil War, Inhuman vs X-Men, la Légion des monstres, tac, vous avez quelques séries indépendantes, Secret Wars, Secret Empire, même si je l'ai en absolute, je voulais quand même le coffret, parce que je voulais avoir tous les coffrets de Panini. Donc là vous avez tous mes omnibus, je suis vachement fier et content de les avoir. Surtout les aliens, bon ils sont collector, mais bon vous les prenez ou pas en collector, hein, c'est pour les récits, c'est super important, c'est un peu les équivalents des DC Archives. En fait vous avez les premiers récits d'Alien édités par Dark Horse en 80, donc 88 je crois, les premiers numéros, le premier tome c'est 88 à 92 et le deuxième c'est de 92 à 96, généralement un omnibus ça fait 4 ans de parution. Le tome 3 sort en janvier ou février 2024. Ouais, sans me tromper, je suis content. Il va sortir. Pareil, je le prendrai en collector. Vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste parce que moi, vous le verrez plus tard, je suis ultra fan de l'univers Alien Predator, Alien vs Predator. Je suis ultra fan, donc je les prends en collector parce que je sais que ça va coter. Je les achète pas pour la cote, hein, je les achète parce que je veux un objet beau dans ma collection. Je pense que beaucoup de collectionneurs ont fait ça, quoi. Je suis lecteur avant d'être collectionneur, mais je suis principalement aussi je fais de la collection, quoi. Donc là, vous avez un de mes plus beaux omnibus, l'omnibus, j'allais dire l'omnibus, l'omnibus Punisher de Garcini de Steve Dillon sur les premières séries qu'ils ont fait ensemble suite à Preacher. C'est un superbe duo qui est fait dans le label Max, qui était le label un peu plus mature, un peu plus l'équivalent du, pas l'équivalent, il y a les puristes qui vont dire, mais à peu près l'équivalent du Vertigo, donc le DC Black Label. Et en fait, ils ont fait des récits plus matures qui étaient hors continuité. Et c'était Garcinis, il a dit si vous voulez que je fasse du Punisher, il n'y a pas de problème, vous me créez un label parce que sinon je vais pas vous faire un truc aseptisé, censuré. Vous me connaissez, je fais du gore, je fais du trash, et vous pouvez pas me censurer si vous m'appelez moi.
Donc ils se sont dit, vous me créez un label. Il a pas dit exactement ça, mais en gros. Ils ont dit, vous me créez un label, et donc il a créé le label Punisher, le label Max, et donc il a fait son Punisher dans ce label. Le premier récit, du label Max, c'est Alias, donc avec de Jessica Jones. C'était un récit un peu plus mature, hein, de Brian Michael Bendis. Donc là, vous avez les Punisher en 100% Marvel, les Punisher Max. Pareil, en 18 tomes, vous avez donc c'est regroupé dans les Marvel Icons. Là, vous avez le Punisher de Jason Aaron et de Steve Dillon qui fait suite, entre guillemets, un peu dans la continuité de ce qu'avait fait Garth Ennis. Et là, vous avez la fin, Punisher la fin, qui est la fin de... il y a eu beaucoup de mots fins, quoi. De Garth Ennis sur le personnage de Punisher. Il a pu clôturer son run. Vous avez Punisher noir, donc les récits noirs. C'est comme ça que ça s'appelait aux USA, noir. Ils le disent. Ils disent Spider-Man noir, avec leur accent américain. Vous avez Cercle de sang, qui est réédité récemment dans le même Must-Have. Vous avez Rivière de sang et Journal de guerre. Journal de guerre, c'est les récits un peu plus badass de Punisher de l'époque, avant que ça soit sur un label. C'était, vous avez des récits avec Wolverine et tout. Donc là, vous avez les 6 premiers numéros, donc les Marvel Dark, donc les récits un peu plus sombres, d'où le nom. De Venom vs Carnage, Toxine, Superior Carnage, Deadpool, La Nuit des Morts Vivants, Carnage, USA. Venom, la naissance du mal. Vous avez aussi le retour des Deadpool morts-vivants. Donc à la suite de, un peu dans l'univers de Walking Dead, Deadpool se fait manger. Et en fait, chaque zombie qui mange Deadpool devient Deadpool. Donc c'est un peu what the fuck, mais c'était super marrant de lire. Vous avez ces deux récits à lire si vous voulez lire du Deadpool un peu plus coolax, dans le sens moins prise au sérieux, quoi. Vous avez Deadpool Pulp, donc un récit un peu plus sombre dans l'univers noir de Marvel. Vous avez donc des récits autres que Marvel Dark, donc Spider-Man 99 problèmes, d'où le nom 99 problèmes. Il va suivre une série de problématiques affolantes, et ces problématiques ont une raison. Vous avez Hulk transformé, je l'ai lu mais je ne me rappelle plus. Vous avez donc les events Secret Wars, Wolverine, les X-Men, l'ère d'Apocalypse, vous avez tout. Et là-bas, donc, je vais me mettre, vous avez les Deadpool Ultimatum, vous avez toutes ces séries, vous avez tous les premières séries de Deadpool, les séries complètes, et vous avez la mini-série que je vous montrerai plus tard. Donc derrière ceci, vous avez un de mes objectifs de comics, c'était les Marvel Icons, qui sont super durs à choper. Vous avez dans le bordel les Marvel Icons hors série, les alors Marvel Select. Oh putain, j'ai pas vu. Oh vache. Oh, petite araignée là. Dégueulasse. Je m'en prenais. Marvel Select, Marvel Top et Hulk de l'époque. Donc voilà. Les Uncanny Avengers qui faisaient suite alors au Avengers vs X-Men. En fait, c'est une équipe qui est ralliée à la fois Avengers et X-Men. Ça fait, c'est le préquel de Axis. Là, vous avez Deadpool avec Deadpool qui est président. La suite. Là, c'est pareil, ça va jusque War of the Ring pour X-Men, pour Deadpool. Vous avez donc les récits hors série, donc Deadpool versus Carnage, Deadpool versus X-Force, Deadpool versus Venom, hein, des trucs du genre. C'est super intéressant. Vous avez les Deadpool massacre l'univers Marvel, Deadpool et massacre les classiques, Deadpool massacre Deadpool. Voilà. Vous avez les Marvel Universe, donc la première série, avec vous avez tout. Vous avez alors Annihilation Conquest, War of the Ring, Real of King et Chaos War. Vous avez tout l'univers un peu, pas un peu, vous avez tout l'univers cosmique de chez Marvel qui était super intéressant. En fait, vous avez des récits Thanos le Samaritain, la quête de Thanos, Thanos contre le Silver Surfer qui précède la quête de Thanos. Vous avez la V3 et là vous avez quelque chose que j'aimais que je voulais avoir quand j'étais petit, Cable, la série de chez Semic, une fierté, vraiment une fierté. Vous avez les X-Force en 48 numéros et là caché parce que c'est le bordel.
c'est les Deadpool, je me trompe à chaque fois, excusez-moi, les 2099, donc vous avez quasiment tout, il me manque 3 numéros. Vous avez du numéro 1 au 42, 19. Là vous avez des récits complets sur Nick Fury et sur la croisade de l'infini. Et Gambit et Hawkeye. Là vous avez les Marvel Heroes, donc les 3 volumes. Je vais pas pouvoir tout vous sortir, je suis désolé. Hop. Et là, je vais pouvoir vous parler un peu plus concrètement. Là, vous avez Invincible. Donc vous suivez Mark Grayson, le fils d'Alan Grayson, qui est Omni-Man. Un Viltrumite qui s'est installé sur la Terre. Et on suit donc le Mark Grayson qui est un humain qui n'a pas, un Viltrumite qui n'a pas de pouvoir. Oh, pardon, mon doigt, je suis désolé. Voilà, un humain qui n'a pas, un Viltrumite qui n'a pas de pouvoir, et en fait on attend qu'il ait ses pouvoirs, et lui aussi, il le sait, il sait que son père c'est l'équivalent de Superman. Il sauve le monde, et il est un peu envieux de cette situation. Il a grandi avec ça, avec le fait qu'il aurait des pouvoirs et tout, et ça l'embête un petit peu qu'il ait pas de pouvoir. Donc bah, on vous inquiétez pas, hein, dès les 30 premières pages, il commence à avoir des pouvoirs, et on le ressent, sa joie, quoi. Il se dit pas, putain, j'ai des pouvoirs, il dit, putain, je les ai enfin, quoi. Donc c'est vachement intéressant. Le plot twist de la série, vous l'avez pas au début du volume, vous l'avez en plein milieu, donc déjà vous y attendez pas. Vous dites putain, c'est what the fuck, c'est hyper violent et tout. Donc c'est vachement intéressant. Alors j'ai 7 premiers tomes, j'ai tout lu, j'ai la suite dans mon téléphone parce que j'ai téléchargé, parce que j'attendais trop. J'avais trop hâte et ça sortait pas. Donc j'ai dit, oh, fais chier quoi. Donc un ami à moi qui me les a téléchargés, merci à toi. C'était. C'est pas bien de télécharger, il faut pas télécharger. Mais je me dis, j'ai un peu de marge. Ça me fait penser à. Vous savez, dans les pré-bandes annonces, vous aviez. Ne pas télécharger, c'est un crime, vous serez puni de 5 ans d'amende et de 5 ans de prison. Et c'était dans les pré-génériques, c'était avec une musique super hard. C'était pour les gens de ma génération qui louaient des DVD ou qui qui regardaient des films en DVD. Vous aviez ce pré-générique, c'était super, on se sentait un peu coupable. Oh putain, et c'était vachement cool. Donc là, vous avez les Juges Dredd, donc les intégrales. Il y en a eu 8. Le premier tome est ressorti récemment, donc en août 2023, en même temps que le numéro 8. Donc vous avez donc les petites intégrales qui sont sorties sur Judge Dredd avec des séries complètes sur les origines, les liens du sang, démocratie, contrôle et sourier, c'est la loi. Donc des récits un peu plus matures. Donc là vous avez les récits complets d'IDW en 7 numéros avec année 1. Les Rick et Morty qui sont super bien. Donc là c'est un peu changé, je vais pas vous mentir. Ça a un peu changé, donc là, des nouveaux récits, donc Hellboy, Birthright, Killer Big Shield, Scurry, Battle Pop, Hunter Killer, Crimson et Monéchette, tout ça, ça n'y était pas avant. Je voulais un peu plus de récits indépendants, et je me suis dit, faut se concentrer sur du bon, et j'ai trouvé Birthright. Birthright, c'est un équivalent d'Isekai dans le monde du comics. On a un enfant qui joue avec son père en pleine forêt, il se retrouve à être dans un monde de fantasy où il est considéré comme l'élu. On le voit quelques pages après revenir dans le monde le monde à nous, on va dire. Il est interpellé par la police, on appelle sa famille, on dit que c'est son fils, ils disent que c'est pas possible parce qu'il y a que 10 ans qui se serait passé, il aurait normalement que il ne devrait avoir que 15 ou 16 ans, alors que là on voit que c'est un mec en mode Conan avec une grosse barbe, une grosse épée. Il dit c'est pas possible. Et en fait l'intérêt de cette série, c'est pas vraiment un spoil, en fait je vous dis que c'était l'élu, mais c'est un peu en mode Dark Vador. En gros on voit qu'il s'est passé quelque chose dans le monde fantastique, et plot twist, on suit un enculé. Bon, sa position en tant que personnage principal va changer, il va passer de petit connard qui a de bonnes raisons d'être un connard, à je vais changer pour ma famille, et va redevenir plus ou moins gentil. Vous avez Killer Big Shield de Sean Murphy, putain, Ed Brubaker et Sean Phillippe. Ça c'est Sean Phillippe je crois, c'est pour ça que j'ai Sean Murphy. Un super récit où on suit un homme qui voit des visions d'un démon qui lui dit qu'il faut qu'il commence à tuer des gens parce que sinon il risque de mourir, il n'y croit pas, il essaye de se suicider, et le démon entre guillemets pas le sauve, mais c'est un peu bizarre,
et il va commencer à tuer des gens pour survivre, il va tuer que des mauvaises personnes, et on va suivre un justicier qui se fait justice soi-même, et c'est super intéressant la réinterprétation de comment pour être un justicier dans le monde actuel, et c'est une récit un peu plus contemporaine, dans le sens où on suit pas un héros, on suit pas un méchant, on suit un détraqué qui pense être un justicier. Et en fait c'est toute cette position qu'a ce bouquin, c'est d'ancrer dans un monde fictif des préceptes réels de notre vérité véritable. Et donc c'est vachement intéressant. Vous avez Scurry. Scurry, c'est un monde anthropomorphique où on suit des animaux qui suivent une apocalypse où l'humain semble avoir disparu. Ils doivent trouver de la nourriture. On suit une petite colonie de souris. On suit Wix, c'est une petite souris brune, et son ami Laura, qui va essayer de trouver de la nourriture. C'est vachement intéressant, c'est complet en 3 tomes, c'est vraiment pas cher, j'ai payé les 3 numéros 36,9€, que je vous conseille d'y aller fortement. Bottle Pop, j'ai essayé de voir, c'est par Kirkman, donc le créateur de Walking Dead et Invincible. Et on suit en fait un pape hyper lubrique qui se voit concéder des pouvoirs parce que le paradis ne peut pas trop interférer dans le monde des humains et les enfers sont en train de débarquer sur la terre, et on concède des pouvoirs à lui. Et c'est vachement intéressant. Ah, franchement, c'est complètement débile, hein. Je vais pas vous mentir, c'est pas du Killer Be Killed ou un récit super réfléchi, mais c'est pas prise de tête, ça se prend pas au sérieux. C'est le but du bouquin, quoi, c'est pas trop réfléchir, quoi. Donc peut-être c'est un récit parce que je suis un peu jeune, quoi, mais je trouve ça vachement intéressant. Vous avez Crimson. Alors Crimson, c'est un récit des années fin 90 c'est le premier comics de Humberto Ramos au dessin et de Augustine au scénario. On suit, j'ai du mal à retenir les noms. Donc on suit le personnage principal qui est un adolescent qui se revoit conférer des pouvoirs de vampire, et il rejette sa nouvelle son nouvel état, et on va le voir petit à petit devenir l'élu des vampires, et pourquoi c'est lui, pourquoi il a tel pouvoir, quelle relation il va avoir avec tel personnage. Je trouve que c'est un récit super intéressant, même si, on va pas se mentir, c'est pas un récit qui va vous faire réfléchir sur le sens de la vie. Mais, c'est un récit super intéressant. Je trouve de voir les premiers dessins de Humberto Ramos, déjà ça, c'est royal. C'est juste royal. Vous avez alors Hunter Killer par les Marky Mark. Petit ref à Mark Wahlberg, donc Mark Waid et Mark Silvestri, donc Mark Silvestri au dessin, Mark Waid au scénario, et Kenneth Rocafort, je présume à l'ancrage. Je peux pas vous dire, je l'ai pas lu, mais en gros c'est des super-héros qui chassent des super-héros qui profitent de leur pouvoir un peu en mode The Boy, un peu vraiment. C'est pas vraiment ça, je peux pas vous dire, j'ai pas lu. Alors Money Shot, alors c'est super intéressant, c'est des récits dans la mouvance que je voulais avoir, c'est des BD cul. Alors Money Shot, c'est pas du cul pour du cul, hein. C'est plus sexy qu'autre chose. Mais je vais vous montrer. Ne tombe pas. Oh, s'il te plaît. Ah, tu n'es pas tombé, je suis content. Alors, c'est des scientifiques qui, pour faire avancer leur expérience, vont faire des sextapes. Bah voilà. Et en fait, c'est dans un monde où la technologie est suffisamment pour faire voyager de planète en planète, ils vont rencontrer des races aliens et vont faire des sextapes. C'est un peu plus profond que ça, hein, mais je l'ai principalement lu parce que je voulais des récits un peu sexy, quoi. Je cherche pas à mentir, ça sert à rien. Donc ouais, je l'ai pris parce que c'est un peu sexy, quoi. C'est vachement intéressant. Deuxième récit, où là pour le coup c'est pas vraiment du cul, mais c'est des dessins aussi sexy. Control Natura, que j'ai connu grâce à GD Comics, donc GD plus loin Comics. On suit donc une petite cochonne, une truie, dans un monde où c'est un monde totalitaire qui traite du spécisme, de ce qu'est et doit être la vie.
on te régit des règles et tu dois te marier à 25 ans, tu peux te marier que de la même espèce, par exemple un loup ne peut pas se marier avec une belette, un chien ne peut pas se marier avec un loup, c'est chien et chien, chat et chat. Et on suit ce récit qui, au fur et à mesure des pages, va nous montrer ce que peut amener un système totalitaire, même si ça pousse pas le bouchon assez loin, hein, c'est pas un roman qui va traiter de géopolitique. Mais c'est une bonne lecture saine, avec un peu de cul. Toujours cette notion-là. Alors, je vais vous enlever... Ah non, je vous laisse là. Attendez, je vais... Hop. Oh, je remets le flash. Donc là, vous avez le dessin de Frank Miller. Voilà. De Barry Windsor Smith. Petite peluche assez affreuse, mais je suis fan de X-Men Noir, donc j'ai tout pris. Petit jouet. Des Minimates. Donc Minimates, c'est l'équivalent de Lego chez les États-Unis, alors comme Mega Bloks. En fait, vous pouvez les retrouver dans Walking Dead saison 6, quand ils sont à Alexandrie. À un moment, on peut voir des Minimates sur Omni-Man et Invincible. Là, vous avez XO Manoir, Harry Dodassi et Bloodshot, Ray Garrison. Donc là, petite cover sympathique. Donc là, vous avez quelque chose dont je suis extrêmement fier. C'est quasiment tous les récits sur Valiant, édité par Bliss Edition, sur le reboot. Parce qu'il y a beaucoup de reboot. L'univers de Valiant est super intéressant, c'est un peu l'histoire du Phénix, quoi. Il meurt, il revenait de ses cendres, il remeurt, il renaît de ses cendres, et là c'est un peu compliqué. On est un peu sur le début de la fin, mais je pense que ils vont se ressaisir et nous remettre des séries et des récits encore plus intéressants. Alors, X-O Manowar, mon récit préféré, mon personnage préféré, vous le saurez pourquoi, petit indice ici. Donc là, vous avez les premiers récits édités chez Bliss Edition. Alors, c'est super intéressant, pourquoi? Parce qu'on suit l'équivalent d'un Conan dans l'armure d'Iron Man. Et c'est super intéressant. Les dessins sont monstrueux. L'histoire est folle. Ça c'est cohérent sur l'équivalent de 50 numéros, entrecoupés de crossovers comme Hunter Wars, la guerre des chasseurs. Alors c'est très compliqué de choper certains tomes. Alors, le tome 2 il est ressorti récemment pour 65€. À l'époque ça valait 45€, mais il y a eu des hausses des prix, et surtout c'est un éditeur qui a du mal dans le sens où il faut soutenir, quoi. Même si des fois j'ai eu du mal avec sur certaines éditions, par exemple le dos un peu rond, un peu plus fin, mais Valiant c'est un éditeur qu'il faut soutenir, en tout cas moi je le soutiens. C'est un peu mon éditeur de cœur, parce que je les connaissais depuis un certain moment, mais je me suis jamais lancé dans leur récit, et je me suis lancé dans leur récit à partir de 2022, et je pense que j'ai un peu craqué, quoi. J'ai quasiment tout acheté en l'espace de 3-4 mois. J'ai acheté sur quasiment 80 titres qu'ils ont, 82, 85. J'ai acheté 60-65 titres en l'espace de 3 mois, quoi. Beaucoup d'occasions, mais surtout pas mal de bonnes affaires. Bloodshot, Solo, c'est un super récit, encore d'anthropomorphisme. Anthropomorphisme, c'est humaniser des humains, humaniser des animaux. J'ai fait de la tautologie, humaniser des humains. Pléonasme. Alors, donc là, petite bière Odin, parce que j'adore la mythologie nordique. Ninja, Shadowman, Harbinger, Tutti Quanti. Hop. Voilà, Archer Strong, c'est des récits super cool. Letter 44, c'est un récit, alors j'ai pas tout lu, j'ai eu 2-3 tomes sur 6. C'est donc on envoie une mission, on fait une mission où on envoie 6 ou 8 personnes, 3 hommes, 3 femmes, dans l'espace, où ils doivent faire une mission, découvrir s'il y a de la vie autre part, et au final il se passe quelque chose qui a des ramifications sur la Terre. On change de président, donc on passe du 44 au 45e, et en fait le truc, le speech, c'est que chaque président, à la fin de son mandat, quand il change de président, laisse une lettre et dit, en gros, mec, t'es dans la merde, en gros, il y a une guerre qui se prépare avec les aliens, et tu dois préparer la Terre à cette invasion. C'est pour ça que j'ai fait mon connard, où j'ai beaucoup fait de pétrole, j'ai fait des guerres pour amasser le maximum de ressources pour protéger notre nation. Donc c'est un speech assez intéressant, c'est pas tout blanc tout noir, c'est assez gris, c'est intéressant.
Animosity, encore un récit d'anthropomorphisme, mais qui est super intéressant, où on donne parole et âme aux animaux. On donne en fait c'est dans notre monde à nous, c'est comme si d'un coup les animaux pouvaient parler, et si par exemple on avait fait du mal et tout, en fait les animaux vont se rebeller, vont avoir une vie, et c'est super intéressant. C'est par je ne sais plus qui, Warren Ellis, voilà, je me suis rappelé. Warren Ellis, oh putain, j'ai fait tomber mon téléphone. Je crois que c'était Warren Ellis. Je me suis pas du tout, je me suis trompé, excusez-moi. Marguerite Bennett et Raphaël Delatorre. Je suis désolé. Au moins vous savez que je me suis trompé. Hop là. Quelque chose dont je suis extrêmement fier. Mes aliens, mes récits Vestron. Bah un G-Comics disait que les Vestrons ça rendait pas bien dans une collection. Je trouve que quand on a quelques-uns, je trouve que ça rend super bien. Je trouve que ça a de la gueule, ça a de la gueule, je trouve. Donc là, vous avez l'intrus, un super récit sur l'alien. En gros, c'est on crée un robot en forme d'alien, on va le mettre dans une ruche, un peu comme Bishop dans Alien. Il peut parler et tout, sauf qu'il a la gueule et l'apparence d'un alien. Et on va suivre donc un scientifique qui est super malsain, un peu à l'histoire, un peu comme David, je trouve. Il a les mêmes mimiques, les mêmes envies, les trucs un peu bâtards, dans le sens où il va essayer d'empoisonner des gens et tout. Je trouve qu'ils se sont inspirés de ça pour faire David dans Covenant et dans Prometheus. Donc là, vous avez un récit super cool. C'est Alien versus Predator versus Terminator. Ça tient sur le poil d'un cul, mais c'est super jouissif, quoi. Mais encore une fois, c'est malheureux, hein, c'est vrai. C'est vrai par contre. C'est que les récits Alien, Predator et tout, ça cote énormément. Donc c'est un récit que j'ai acheté 30€. Avant, à l'époque, il valait 50, j'avais trouvé à 30. Il valait 12,50€ à la sortie du bouquin. Maintenant, on peut le trouver à 50, 60, 70€ facilement. Et c'est malheureux. Vraiment, hein, je le pense, c'est malheureux. Il y a Neil Durion qui pourra qui pourra confirmer, parce que c'est des récits qui codent. Par exemple, ce récit-là, donc la totale, c'est un récit qui fait Alien versus Judge Dredd versus Predator, et l'ensemble des trois qui s'affrontent. C'est un récit qui valait 26€ à l'époque. Maintenant, il vaut sur le marché secondaire plus de, facilement, au bas mot, 75 balles. Et je l'ai vu grand max à plus de 150€. C'est juste monstrueux. C'est pas normal. Donc là, vous avez tous mes récits Transformers, dont je suis très fier. Gloire à Megatron. Donc là, vous avez mes récits indépendants. American Vampire, Top 10. American Vampire, c'est l'histoire du premier vampire américain qui se voit être un vampire. Et en fait, il est insensible au soleil. Et ça va être intéressant, ce plot twist. Je ne me rappelle pas du nom du personnage, j'ai du mal avec les noms. Top 10, donc c'est l'histoire de la brigade Top 10 dans une ville où tout le monde a des super pouvoirs. Ça va traiter de sexualité, de barbarie. Et en fait, on va voir à quel point les humains, les super-héros peuvent être pas forcément super-héros. Saga, donc de Brian K. Vaughan avec Ex Machina, qui sont des récits superbes, incroyables. C'est des récits sur Ex Machina, par exemple, c'est l'histoire ça se passe dans notre vérité véritable, où on suit un homme qui est un super-héros qui, via une expérience malheureuse, se retrouve à choisir à faire des choix pour sauver les humains, et va devenir politicien. Deadly Class, un des meilleurs récits de Rick Remender. Je vais bientôt arrêter parce que j'ai quasiment plus de batterie. Je vérifie. J'ai 10%. Ok, donc Deadly Class, Black Science et Law sont des récits super incroyables de Rick Remender qui parlent de... C'est des récits assez sombres, à part pour Law où on a un personnage assez optimiste. Deadly Class, c'est un récit anarchique où on suit un super-héros un humain dans une école du meurtre, un peu à la Poudlard, mais un Poudlard du meurtre. Black Science, un père qui va créer une invention qui s'appelle le pilier, qui va pouvoir voyager entre des univers différents, un peu à la Sliders. Crossover, donc un récit de Donny Cates sur qu'est-ce qui se passerait si on croisait tous les univers de comics. The Witcher en comics sur les univers adaptés de jeux vidéo. Sin City par Frank Miller. Crossed. Uber, il y a un récit uchronique
Game of Thrones. Je regarde ma batterie. 8%. Mes VO. Ah, fait chier. C'est pas grave. Bon, ok. J'ai des récits XO Manoir. En fait, c'est ça l'intérêt, c'est que j'ai toute la VO XO Manoir en fait. J'ai les 68 premiers numéros. Hop. Oh merde, j'ai failli abîmer. Parce que je me presse. J'ai tout en fait. Et c'est ça, j'ai même le crosser Heavy Metal. J'ai le relaunch, le reboot par Acclaim. J'ai la fin. Le reboot par Valiant Entertainment. J'ai vraiment tout. J'ai les numéros 0, j'ai les numéros 50, j'ai les récits, les crossovers. Je regarde ma batterie, 8% ça va. Armor Hunter. J'ai les premiers récits, donc j'ai cover en référence à Star Wars. Je suis désolé de me presser vers la fin, je suis désolé, mais je pensais avoir assez de batterie. Si ça n'avait pas bugué, j'aurais eu assez de place. Voilà, j'ai une référence à Iron Man. J'ai les premiers numéros j'ai la première apparition de Bloodshot. Les premiers numéros de Bloodshot. Première apparition de Ninjak, les premiers numéros de Ninjak, numéro 1, Shadowman, Archer Armstrong, j'ai tout, Punisher War Journal, 80 numéros, je regarde ma batterie, 8%, des numéros un peu à part dans ma collection. Alors là vous avez le premier numéro de Deadpool, la mini-série, qui est le premier numéro dédié à Deadpool. Important, je trouve, à mes yeux. Deadpool, le numéro 1. Les covers de Monsieur Garcin. Tous signés. Numéro 700. Yoda. Donc là, vous avez la cover incroyable de Conan avec Frazetta. Hop. Wolverine. Du Predator, Anniversary Predator. La première cover, enfin, la première apparition de War Machine, je suis trop fier de l'avoir. Vraiment, c'est une fierté. Une fierté. Des covers un peu sexy. Là, des Virgin covers. La numéro 700, la cover, une de mes covers préférées. La cover numéro 600 d'Alex Ross sur Spider-Man, je la trouve magnifique. Vraiment magnifique. Du team up. Voilà. Mes comics. Voilà. Et pour finir, je voudrais terminer sur merci Comics Noob de m'avoir donné cette chance de pouvoir remontrer ma collection, parce que là elle est en mode super bien. Ça mettra du temps avant que ça change encore. Et je finirai sur, je suis un passionné de Lego. Ça fait 3 ans que je me suis remis dans le Lego de manière sérieuse et j'ai acheté pas mal de belles pièces. En fait, c'est pour beaucoup de passionnés de Lego, je me suis replongé dans mon enfance, des Lego que j'ai pas pu m'acheter, qu'avec mes premières payes, je me suis relancé dans toutes ces frustrations que je n'ai pas pu avoir quand j'étais plus jeune. Donc là, vous avez une gigantesque fresque de Lego, gigantesque tour. Vous avez des Lego par-ci, vous avez la Tumblr ici. Voilà, ça c'est du Lego là. Ah, faut que je change ici. Et pour finir, voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Je suis extrêmement fier d'avoir ça. Alors, pour moi, ça aussi c'est une grosse fierté. Je regarde encore ma batterie. 7%, bon ça va aller. C'est des récits super intéressants de chez Brejlon. En fait, c'est des éditions déjà collector, et surtout c'est des personnages que j'aime beaucoup. Conan, Salamon Kane, Sorceller, une édition incroyable. Waylander dans l'univers de David Gemmell sur le cycle Draenei. Je lis Drus 3, une réinterprétation de l'histoire de 3 par David Gemmell. Les Lames du Cardinal par Pierre Pével.
Dune, incroyable. J'ai quasiment tout lu de Dune. Ah, du premier tome. Premier tome, je m'exprime. Et puis voilà. Hop, tac, et tac. Puis voilà. Et aussi, je l'avais pas montré là, dans la ancienne vidéo, beaucoup de covers, de variantes covers. Hop, je fais pas de conneries. Tac. Tac. Cover, elle est magnifique. Je regarde ma batterie, 6%, ça va le faire. Je pourrais quasiment tout vous montrer. Variante cover. Qui brille, aussi. Moi j'aime ce qui brille. La Comics Expo, Paris Comics Expo, limité à 300 exemplaires, la petite fresque. J'adore Wolverine, donc j'ai pas mal de covers sur Wolverine collector. Ça c'est dans les coffrets collector de Secret Wars. Ça c'est les covers des coffrets collector. Hop. Et pour finir, mes covers Spider-Man. De Moebius. Et là elle est juste magnifique. Je l'ai acheté en VO juste pour celle-là. Attendez, je vais vérifier ma batterie, 6%, ça va. Alors. Je les trouve juste magnifiques. Et celle-là, je l'ai cherché longtemps. En fait, l'astuce, c'est que... En fait, hop. C'est que... Hop. C'était une cover, je voulais trop avoir en fait, elle était juste magnifique. Bon, un peu cher, j'ai payé 20 balles, mais c'est pas grave. Hop. Encore une cover par Moebius. Et là par Clayton Crane. Voilà. Je vous dis, je vous passe une bonne journée. Merci pour tous. Je suis très fier de ma collection. J'espère débattre avec vous. Bisous. Et encore merci Comics Nous. Merci à toi. Passez une bonne journée.